Donc, pour grosso modo, ceux qui ne, ou ceux avec qui je n'ai pas encore échangé, j'ai envie de dire ça plutôt comme ça. Je suis Achille Bougeng. Achille, c'est largement suffisant hein, de toutes les manières. Disons que moi, je suis ce qu'on appelle d'abord à la base un développeur full stack. Ça veut dire que j'ai commencé par intervenir grosso modo sur toutes les couches d'un logiciel. Quand je parle de full stack, je parle de front, HTML, CSS, JavaScript. Et puis je parle de back, c'est-à-dire que principalement du Java, parce que moi j'ai principalement fait du Java dans toutes mes expériences. En termes de base de données, j'ai beaucoup fait de bases de données relationnelles. Quand je parle de base de données relationnelles, je parle grosso modo de tout ce qui est MySQL, Postgre, quoi d'autre, Oracle. Donc j'ai vu pas mal de choses passer. Et puis tout ça m'a donc permis de forger à peu près mes compétences en fait. À côté de ça, donc, depuis quelques années, j'ai commencé à faire toute la partie, voilà, j'y arrive, toute la partie, comment on appellerait ça, toute la partie euh, intégration continue et déploiement continu des applications en fait. Donc, grosso modo, l'idée c'est de dire qu'on n'a pas à se connecter sur des serveurs pour déployer les applications. Il faut automatiser le process pour que si quelqu'un, du moins, si quelqu'un se connecte sur un serveur, il n'ait pas les droits pour le faire. L'idée, c'est grosso modo de faire qu'on ait un compte de service qui a le droit de faire des tâches sur un serveur, ou alors des personnes qui ont des droits bien précis pour faire des choses, en fait, tout simplement. Quand je parle d'intégration et de déploiement continu, je parle des outils comme Jenkins, GitLab, quoi d'autre, GitHub Action maintenant qui est en train de prendre beaucoup de place de marché. Il faudrait que je me mette juste mes commentaires là pour être sûr que je vois bien tout le monde. Ouais. Alors, ouais. Benda, il faut couper ton micro s'il te plaît. Je vais essayer de couper les micros. Ce sera plus simple. Hop. Ça, c'est encore ouvert. Le reste, c'est coupé. Voilà. Merci. Donc, je disais donc que toute la partie intégration et déploiement continu aussi, ça c'est mon dada. L'idée c'est de dire qu'il n'y a personne qui va se connecter sur les serveurs pour faire des tâches. Et pour ça, on verra dans les différents outils qui nous permettent pardon, de le faire. Et de plus en plus, je passe plus mes applications dans le cloud. Et principalement le cloud Azure. Donc, voilà un peu mon profil, mes choix. Depuis quelques mois, ou bien ouais, depuis quasiment le début de l'année, je suis passé maintenant architecte de solutions logicielles en fait. Donc, en plus de développer, je m'assure maintenant que les architectures qu'on pose pour les applications sont plutôt bien pensées et pensées surtout pour qu'on puisse évoluer en fait avec l'architecture en fait. Sur le plan tout à fait personnel, j'ai lancé la chaîne YouTube qui fait que euh, j'ai rencontré pas mal de vous. J'en suis très heureux. Récemment, on a passé les 1000 abonnés. Je vous remercie parce que chacun de vous y a sa part. Et je m'engage comme ça à continuer à faire les choses en fait. Donc voilà un peu. Et on va pouvoir partir. Moi j'aime bien partir, je vais essayer de partir d'un cas concret, hein, bien d'un exemple d'application pour comprendre. Parce que quand on fait du DevOps au final, on fait du DevOps pour une application en fait effectivement. Donc l'idée c'est de dire que, supposons que vous êtes vous travaillez pour une application. Après le passage d'un utilisateur sur votre site, grosso modo là, on souhaite collecter les avis de l'utilisateur. L'idée principale, c'est de voir comment les utilisateurs ont consommé notre service et grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer le service.
Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle le métier d'une application qui vient vous voir. Donc l'équipe, ça peut être une équipe de marketing, ça peut être une équipe de suivi de clients, une équipe de gestion de clients, ça peut être une équipe de relations clients, ça peut être une équipe de qualité. Donc, vous n'êtes pas à ce niveau impliqué en tant que technicien ou en tant que développeur, pour faire simple. Donc, cette équipe-là vient vous voir et vous dit, nous, on aimerait collecter les avis des utilisateurs sur notre site. Comme ça se fait très bien aujourd'hui, quoi. Sauf que, à la différence de ce qui se fait aujourd'hui, qui est de dire, on peut mettre 5 étoiles ou 4 étoiles, on va vous demander de mettre à disposition une zone de texte pour que l'utilisateur puisse donner son avis en faisant quelques clics, en fait. Donc, quand vous avez appris le besoin, ça c'est ce qu'on a appelé grosso modo la partie besoin, vous allez maintenant dans la partie conception de l'application. Un des profils qui rentre en compte quand on parle de conception de l'application, c'est ce qu'on appelle un UI qui va concevoir l'interface, c'est-à-dire un user interface, du moins le user interface, et aussi un UX, c'est-à-dire un user expérience en fait, quelqu'un qui est chargé donc de s'assurer que l'interface que vous allez définir là sera, du moins l'utilisateur sera assez à l'aise sur l'interface que vous allez définir pour ne pas abandonner l'écran et donner son avis dès le premier coup en fait. L'idée c'est de dire que quand l'utilisateur a donné son avis, vous allez mettre un message pour lui dire en gros merci d'être passé, merci d'avoir déposé votre avis, il va nous permettre d'être tout simplement meilleur en fait. Donc à ce niveau vous avez collecté le besoin et vous avez donc demandé aux designers, comme on les appelle aussi, de vous mettre à disposition des maquettes. Et là, comme ça, vous récupérez dans votre maquette, en fait, tout simplement. Vous pouvez donc passer donc à la mise en place de votre solution. C'est là où l'équipe technique, à proprement parler, va rentrer en compte. Ça passe par un architecte, un lead dev ou bien le développeur, on verra par la suite. Dans première étape, donc, on a vu qu'il y aura 3 parties, en fait, 3 corps de métier, j'appelle ça aussi, qui rentrent en compte ici. Vous avez le métier qui va donc définir les spécifications, qui va donc dire en gros ce qu'on attend de l'application ou du besoin sur lequel vous allez travailler. Ce même métier aussi, c'est lui qui se charge de gérer les budgets en fait. Parce que vous allez pouvoir dire à un moment donné, pour faire ma fonctionnalité, il me faut 3 jours, il me faut une semaine, il me faut un mois. Pour développer l'application, il me faut un nombre de temps bien défini. C'est ce qu'on appelle souvent le chiffrage en fait. Vous allez pouvoir chiffrer la tâche que vous voulez faire. Il va donc aussi gérer les plannings parce que c'est lui qui sert, qui rentre ou qui sort d'un projet tout simplement. L'équipe dev en fait va donc s'appuyer, va donc faire la partie spécification technique. Je peux rajouter à l'équipe de développement aussi les designers qui ont mis les IHM en place tout simplement. Dans les en plus des spécifications techniques, vous allez donc rédiger votre code. Et quand vous faites votre code, vous faites quelques tests pour s'assurer que tout se passe bien. Et vous allez donc générer les livrables. Si vous faites du Java, par exemple, votre livrable, c'est un fichier .jar. Si vous faites du Python, votre fichier livrable, c'est un fichier .py. Si vous faites du PHP, le fichier, c'est un répertoire qui contient des PHP. Si vous faites du front, React, Angular, Vue.js, peu importe ce que vous faites comme front, votre livrable, c'est de l'HTML, du CSS pour les styles et du JavaScript pour les interactions avec l'utilisateur. Et vous avez donc à la fin donc ce qu'on appelle des ops, ou alors les opérationnels aussi, qui eux sont donc chargés de faire les déploiements sur les différents serveurs. Généralement, vous avez au moins 3 environnements. Ce qu'on appelle environnement de dev, c'est-à-dire que une fois que vous avez développé et que vous êtes sûr que ça marche, vous allez donc déployer cet environnement-là pour que l'équipe en interne puisse tester. Quand c'est bon sur cet environnement, vous allez déployer sur un environnement qu'on appelle un environnement de recette. En anglais, on dit aussi staging en fait, qui va permettre au métier qui vous a commandé le besoin d'aller tester le besoin en fait, quoi, pour être sûr que ça répond, les fonctionnalités que vous avez développées, le design que vous avez fait, répondent aux demandes qui vous ont été transmises. Et à la fin, vous aurez donc la mise en production. Ça veut dire que monsieur tout le monde peut donc consommer votre produit en fait. Ça, c'est au moment où le développeur est généralement très content quand son application est mise en production. Pour lui, ça veut dire en fait qu'il a fait du bon travail. Modulo, il y a des bugs qui reviennent après, mais bon, quand c'est mis en production, c'est une sorte de satisfaction en fait. Souvent, quand c'est mis en production, les gars vont boire un petit coup pour être sûr que la cohésion reste de même pour tout le monde en fait. En plus des déploiements, la même équipe va gérer tout ce qui est environnement.
D'accord? Si vous avez par exemple besoin de ce qu'on appelle une machine virtuelle ou alors une VM, vous allez leur demander de vous mettre à disposition une VM en fait. Ils vont donc configurer la VM en mettant un OS dessus, ça peut être une Debian, un Ubuntu, peu importe. Et à partir de là, une fois qu'ils ont mis ça en place, donc il y a un élément qui va être très important, qui est souvent négligé, qu'il faut mettre en place, c'est la partie monitoring. Parce que comme on dit souvent, on ne peut améliorer que ce qu'on connaît. Ou alors on ne peut améliorer que ce qu'on surveille. Souvent, quand vous avez mis votre application sur un environnement pour voir s'il y a des problèmes, les gens, ou bien les développeurs ou les ops, se connectent sur le serveur et se mettent à regarder les traces de l'application. Ce qui n'est pas une bonne chose en soi. La bonne façon de faire, c'est de, comment on dit ça, mettre en place des outils qui vont vous permettre de monitorer vos environnements pour que, au moindre pépin ou au moindre problème, vous puissiez intervenir plutôt sereinement, sans avoir à aller intervenir sur les serveurs en fait. Donc s'il y a des outils, ces outils ont le droit pour accéder à un environnement, aux environnements et récupérer ce qu'on appelle des logs, des traces. Et sur la base de ces traces-là, ces différents outils vont vous remonter des informations qui permettent soit de vous satisfaire parce qu'il n'y a pas de bug, parce que c'est très important de se satisfaire aussi quand ça marche, soit de corriger les problèmes quand il y en a en fait, et de le faire de manière plutôt sereine, j'ai envie de dire. En plus de la monitoring, on en fait aussi l'assistance technique, c'est-à-dire que grosso modo, si vous avez des questions sur les environnements, ce n'est pas vous en tant que développeur qui vous en occupez, c'est vraiment très scindé dans les projets. Vous vous tournez vers eux et vous leur demandez, grosso modo, moi je veux accéder à une machine, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas du tout? Et puis ils vont vous mettre à disposition les droits ou pas du tout. Ça fait grosso modo 3 blocs ou bien 3 corps de métier avec les 2 barres qui veut dire en gros que c'est des gens qui, à la limite, ne communiquent, qui communiquent pas, ou alors pas beaucoup, ou alors pas du tout. Chacun finit son travail, il balance en son voisin va s'en occuper et ça ira très bien. C'est encore très en vigueur dans les entreprises. Vous serez très surpris quand vous allez voir les entreprises de temps en temps, de voir des corps de métier qui se transmettent des informations par mail, même s'ils sont souvent sur le même bureau, sur le même plateau, comme on dit souvent. Il y aura donc, moi je vais me concentrer sur les 2 derniers corps de métier qui nous intéressent pour le coup, ce qu'on appelle les devs contre les ops en fait. Les devs et les ops. Il y aura donc ici une grosse bande noire qui est ce qu'on appelle grosso modo le mur de la confusion ou le mur de séparation aussi. Grosso modo, comme le montrent les points, les traits en pointillés, une fois que les devs ont fini, ils balancent, j'utilise le terme balance à dessein bien sûr, ils le balancent aux opérateurs pour que les opérateurs s'en occupent. Il y a deux comment on dit ça, fonctionnements qui caractérisent chacun. Les devs, ils sont ce qu'on appelle agiles. Ça veut dire que ils sont à même de consommer comment on dit ça, les besoins au fur et à mesure qu'ils arrivent. Les ops, ils se battent pour la stabilité en fait. Ça veut dire que quand ils ont fait une mise à jour sur un environnement, c'est pas demain matin qu'ils vont refaire la même chose. Quand ils ont configuré une version de Java sur un environnement, c'est pas le lendemain qu'ils vont faire la même chose. Tout récemment encore chez un de mes clients, on a développé une application, ou bien l'équipe de dev a développé une application, et l'application était en Spring Boot 3 et du Java 17 derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle la TMA, TS Maintenance Applicative. C'est l'équipe qui développe l'application. Donc, les gars, ils ont commencé à développer, ils ont développé chez eux, sans se poser des questions, en se disant, c'est que du Java 17, il n'y a pas de problème. Quand on voudra aller en production, on va appeler l'équipe des Ops, qui est dans l'équipe qu'on appelle la TME. TS Maintenance Exploitative, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on dit donc aux Ops, nous, on aimerait que vous nous donnez une VM qui a la version 17 de Java. Parce que notre application qui est en Java va être déployée avec la version 17. Problème, tous ceux qui savaient faire n'étaient pas disponibles ce jour-là et étaient en vacances. Tous les autres qui étaient là, qui ne savaient pas très bien faire les choses, tout ça, n'était pas à la hauteur pour remplir les tâches, quoi. En gros, ils n'avaient pas les droits pour le faire et ils ne savaient même pas le faire. On s'en est rendu compte plus tard, en fait. Ça a pris une semaine pour une mise en production. Et quand on dit une semaine, c'est pas une semaine où tout le monde est tranquille d'attendre que les autres reviennent de vacances, non. Parce que les gars, ils ont essayé de faire les actions et ça a posé des problèmes. Parce que
À droite, on est garant de la stabilité des choses, et à gauche, on dit, on a des fonctionnalités qui viennent du métier, on doit les développer et on doit les mettre à disposition de tout le monde. Donc c'est bien rien de très compliqué en fait. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu des grosses tensions entre les deux équipes, ce qui présente donc encore une fois beaucoup de confusion. Le cycle le plus connu, qui est ce qu'on appelle le cycle en V, ça existe encore bien sûr, c'est de dire que tout en haut ici à gauche, vous avez l'expression des besoins, on vous dit en gros ce qu'on veut faire. On va définir les spécifications fonctionnelles, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend par rapport à ce besoin comme fonctionnalité. De là, vous aurez dans les spécifications dites techniques, on va donc pouvoir dire que pour répondre aux besoins qui nous ont été transmis, on va donc pouvoir définir grosso modo une architecture pour faire simple. On va coder, on fait ce qu'on appelle les tests unitaires, ça veut dire qu'on va écrire du code qui va tester notre code. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est les tests d'intégration. L'idée, c'est de dire que on va pouvoir faire un test qui va parcourir toutes les couches de notre projet et se comporter grosso modo comme un utilisateur. Et à partir de là, on pourra donc se dire qu'on est capable de répondre très bien aux besoins des utilisateurs. Les tests sont faits, on valide que tout est bon, on met en production ou en recette en fait. Le problème de ça, c'est qu'il y a très peu de, comment on dit ça, de possibilités de revenir en arrière. C'est que revenir en arrière, c'est recommencer toute la chaîne quasiment en fait. Parce qu'on va se dire que c'est le besoin qui n'était pas assez clair, ou bien c'est le spec qui n'était pas assez clair en fait, quoi. Ou le code avait un bug, il faut tout recommencer la chaîne. Ça, c'est un gros problème. Question donc, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière quand on a une fonctionnalité en fait qui est problématique, quoi. J'ai développé une fonctionnalité, à la fin, elle a un problème. Je vais revenir sur celle qui était stable avant et qui marchait très bien. Autre question, si les environnements de déploiement ne peuvent pas supporter la charge, ça veut dire que vous avez développé votre application, si 5 utilisateurs se connectent en même temps sur votre application, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Demain, s'il y a 10, 15, 20 opérateurs, votre application commence à avoir des lenteurs. Quand est-ce qu'on va donc lever l'alerte? Qui est-ce qui lève l'alerte et à quel moment est-ce qu'on commence à lever l'alerte en fait? Quand je dis l'alerte ici, en gros, c'est pas se plaindre, hein, c'est de dire, on dit qu'on constate des lenteurs et on commence à faire des actions derrière. Combien de temps est-ce qu'on met pour qu'on dise qu'une fonctionnalité soit mise en prod en fait? Ça, il faut aussi le définir, bien sûr. Qui gère les différents impacts? Ça veut dire que quand il y a un problème, vers qui est-ce qu'on se tourne? Est-ce que c'est vers le dev qu'on dit ton code il n'est pas bon, il y a un problème? Est-ce que c'est vers l'ops qu'on se tourne pour dire en gros l'environnement que tu nous as mis à disposition ne tient pas en fait, il faut commencer à le faire. Donc voilà grosso modo les questions qu'on commence à se poser entre dev et ops en fait. Est-ce que c'est à cause du code qu'on a des problèmes? Est-ce que c'est à cause des environnements qu'on a des problèmes en fait? Donc il faut donc commencer comment dire ça, à arbitrer ce match-là entre deux compétences qui sont souvent très copains, qui mangent ensemble d'ailleurs tous les midis, mais quand vient l'heure du travail, se mettent à se rejeter les fautes en fait bien sûr de non-fonctionnement de la solution. Dans le métier, en gros, le dev il est agile comme on a dit. Le métier va dire grosso modo, moi j'ai pas beaucoup d'argent, moi je vous ai donné mon problème, résolvez, moi j'ai plus rien à faire avec vous, quoi. D'accord? Les ops vont dire, nous on n'est pas d'accord, tous les changements qui viennent à tous les coups ne peuvent pas rentrer comme ça dans la maison. Ou bien sûr les serveurs, quand je dis la maison, ce sont les serveurs bien sûr. Il faudrait qu'on ait une fréquence de mise à jour ou alors une période de déploiement parce qu'on maîtrise mieux comme ça nos différents environnements. Et donc, vous aurez donc la rencontre donc entre les devs et les ops pour briser donc ce qu'on appelle donc le mur de la confusion. La grosse barrière entre les devs et les ops en fait. Il faudrait que les deux réussissent à être assez copains pour que les devs qui recherchent la rapidité pour la mise en place des nouvelles fonctionnalités, parce que pour lui, j'ai codé, je pousse, ça devrait aller en production sans problème en fait. S'il y a un problème, c'est pas grave. Je vais corriger, je vais juste repousser, ça devrait se déployer assez rapidement. Ça, c'est plus une culture du produit en fait. L'idée, grosso modo, c'est de dire, tant que mon produit fonctionne, je n'ai pas de problème, on devrait pouvoir continuer sans problème. De l'autre côté, les ops, eux, recherchent en réalité tout ce qui est
stabilité, robustesse. L'idée, c'est de dire qu'on ne manipule pas un serveur n'importe comment, en fait. Il faudrait qu'à tout moment, avant de faire une action sur un serveur, qu'on sache vraiment pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Par exemple, dire que il y a une nouvelle faille de sécurité, moi j'ai fermé un port, vous me demandez d'ouvrir un port, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi il faut que j'ouvre ce port, en fait, quoi. On sait par exemple que le port pour la communication des sites web, le port web le plus connu, sur le port web par défaut, c'est le port 80. Le port web de manière sécurisée, ce qu'on appelle le HTTPS pour le coup, c'est le 443. Le HTTP c'est le port 80 qui est le protocole d'échange de données. Ces ports-là, on ne les ouvre pas n'importe comment, ou alors si on les ouvre, c'est parce qu'on a compris qu'il fallait vraiment les ouvrir, en fait, bien sûr. Donc, le dev, il a la culture du produit. Par contre, l'Ops, il a la culture du service, en fait. Ça veut dire que pour lui, le service doit être stable. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'à tous les coups, il faut toujours mettre ça en production. C'est pour ça que vous verrez, dans certaines entreprises, il y a des règles qui sont connues, qui disent, par exemple, on ne fait pas de mise en production le vendredi. Parce que si vous faites une mise en production le vendredi et qu'il y a un problème, il n'y a personne qui sera là pour résoudre le problème, en fait. Donc, on ne fait pas une mise en prod en vendredi. Ça, c'est des règles, c'est connu, personne n'y touche et personne ne passe pas. Ça, c'est une chose. Du coup, toutes ces confusions-là, toutes ces difficultés posent donc des défis pour les systèmes d'information. Ce que j'appelle les défis des SI, en fait. Il faudrait donc commencer à réduire les silos dans votre entreprise, tout simplement, quoi. Le premier silo, donc, c'est de dire que entre les devs et les ops, il faudrait qu'il y ait une communication, une synergie plutôt cohérente. Donc, réduire les silos. Et l'idéal, c'est d'arriver à embarquer le métier dans votre fonctionnement. Deuxième chose, c'est ça que je parlais de philosophie depuis le départ, quand on parle de DevOps, il faut se dire que un bug ou un échec, c'est normal. C'est pas un problème en soi. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'heure aux autres. Donc, il faut se dire qu'il faut commencer par accepter les échecs, en fait, et les erreurs. L'idée là, c'est de dire que comment dire ça? L'idée là, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'il y a un bug qu'on doit se taper dessus, en fait. Pas parce qu'il y a un bug qu'on doit se dire qu'il y a un problème. Donc, deuxième chose, c'est dire que avoir un problème, c'est normal. Il faut être à même d'implémenter des changements graduels. Ça veut dire quoi? On ne développe pas un produit pendant 3, 4, 5, 6 mois ou bien un an avant de le mettre en production. Il faut donc commencer par définir des fonctionnalités. Généralement, on commence par ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, qui va donc permettre de dire que si on a le minimum de fonctionnalités nécessaires pour qu'on puisse utiliser notre application, on va le mettre en production. On va la mettre en production, l'application. Et au fur et à mesure, on va rajouter dans les fonctionnalités en fait dans notre produit. Pour ça, pour être à même de le faire de manière rapide et de manière continue, il faut donc qu'on ait à disposition un ensemble d'outils qui vont donc nous permettre d'y parvenir sans le moindre ou bien sans la moindre difficulté d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de monitoring. Une chose qu'il faut associer dans la démarche ou bien dans la philosophie qui est celle du DevOps, c'est de se dire que il faut être à même de tout mesurer. Dès que vous pouvez mesurer, il faut mesurer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mesurer? On peut mesurer la durée d'une requête. Est-ce qu'une requête est assez lente ou pas? Une requête, par exemple, qui met plus d'une seconde, c'est pas normal, en fait. Il faut trouver le moyen de mesurer. Il faut mesurer, par exemple, le temps que met une requête dans une base de données. Je ne sais pas de requête tout à l'heure, mais c'était une requête en termes d'appel web. Tant que met un appel dans une base de données, ça, il faut pouvoir le mesurer. Le nombre de bugs que vous avez dans votre application, il faut pouvoir le mesurer. Le temps que vous prenez pour implémenter une fonctionnalité, il faut pouvoir le mesurer. Pourquoi? Parce que tant que, du moins, tout ce qu'on sait mesurer, on sait comment l'améliorer en fait. On a des premières pistes pour améliorer tout ce qu'on sait mesurer. Donc dites-vous que le mieux que vous puissiez faire chaque fois, c'est de réussir à mesurer
tout ce qui se passe dans votre système d'information. Sur la base de ces 5 piliers-là, on va en faire la suite de notre présentation en fait. Donc voilà grosso modo les 5 premiers piliers pour être assez à l'aise dans la philosophie, avec la philosophie DevOps. Comme je ne vois pas le chat là, j'essaie de voir quand même. Est-ce qu'il y a des questions vite fait comme ça? Je les prends et puis je continue. Non? Bon, ça veut dire que Allô? on va. Oui. Oui, oui. J'ai pas bien cerné le quatrième pilier. Le quatrième pilier sur les outils, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, sur le quatrième pilier, comme je disais, il faudrait avoir un ensemble d'outils qui vont permettre d'automatiser les déploiements. Quand je parle d'outils ici, je parle de Git pour avoir le versionning de code. Vous serez surpris de connaître le nombre d'entreprises qui n'ont pas de Git chez eux. J'ai discuté encore hier avec un ami qui est en formation dans une entreprise qui fait de l'outillage industriel. Les gars, ils n'ont pas Git chez eux parce qu'ils estiment qu'ils ont mis une VM à disposition et puis ils peuvent développer dessus à 3 en fait. Et se mettre d'accord là-dessus. Donc on l'a appelé pour faire la formation une formation Git dessus en fait. Des outils d'automatisation, ça passe des outils comme Jenkins, GitLab CI, GitHub Action, qui sont assez les plus connus en fait en termes d'outils de grosso modo de CI et de CD. CI c'est pour Continuous Integration et CD c'est pour Continuous Deployment. Des outils de calimétrie, comme Sonar par exemple. Vous pouvez avoir un outil qui s'appelle Sonar qui va grosso modo analyser votre code et qui va vous donner grosso modo la qualité du moins un score en fait sur votre code. Selon le niveau de score, vous pourrez dire que votre code il est de bonne qualité ou il n'est pas de bonne qualité en fait. Et un outil interne pour stocker votre code, parce que si vous bossez dans une entreprise, il ne faut pas que votre code se retrouve sur Internet grosso modo. C'est pour ça qu'il faudra avoir des outils comme Nexus, on en reparle d'ailleurs dans la suite, des outils comme Nexus qui vous permettent grosso modo de stocker vos livrables pour qu'ils ne se retrouvent pas sur Internet en fait. Et ces outils-là vont vous permettre, quand la chaîne est automatisée, d'être assez performant pour répondre très bien aux différents besoins qui vous sont présentés. De toutes les manières, on revient dessus par la suite. Généralement, quand vous voyez DevOps, vous voyez souvent cette boucle infinie-là qui symbolise grosso modo l'idée de dire que on peut faire un changement graduel et itérer au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans notre fonctionnalité. Et on a parlé d'outils tout à l'heure. Ça, c'est un ensemble, avec les icônes, là, vous avez un ensemble d'outils, en fait. Chacun des outils est utilisé dans sa catégorie. La première étape, c'est la planification, c'est-à-dire, grosso modo, on va pouvoir dire, pour notre projet, là, ce qu'on veut faire, c'est planifier l'ensemble des tâches que, du moins, que les développeurs auront à faire, ou bien que le projet aura à consommer pour qu'on soit à l'aise pour pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur. Les outils assez connus, Jira, c'est un outil qui est très connu par tous les chefs de projet et les Scrum Masters. Il faudra, quand vous avez planifié les tâches, pouvoir suivre votre code en fait. L'outil indispensable le plus connu, grosso modo, c'est le Git en fait. Stack Overflow ici, il était mis ici simplement pour dire que vous pouvez vous appuyer sur la communauté pour pouvoir trouver les problèmes avec votre code. Vous le savez, Stack Overflow c'est une plateforme qui est la plus populaire aujourd'hui dans la communauté des développeurs. Pour grosso modo, quand vous avez votre problème, vous allez dessus vous poser votre problème et les autres développeurs du monde entier peuvent répondre à votre problème. Parce que généralement, le problème que vous avez, vous n'êtes pas le premier à l'avoir. Il y a toujours quelqu'un qui est passé par là. C'est un peu tordu, du moins c'est un peu contraignant quand même Stack Overflow parce que si vous avez une question un peu tordue ou bien très simple, vous êtes mal noté parce qu'on estime que c'est la base. Ou alors si vous répondez à la question de quelqu'un, vous êtes aussi mal noté. Mais la plupart des personnes ont souvent plutôt des bonnes notes parce que quand vous posez une question, vous avez la réponse. L'un des symboles les plus connus de Stack Overflow, c'est CTRL-C, CTRL-V.
C'est quand vous voyez une réponse sur Stack Overflow, vous copiez, vous allez directement coller ça en fait dans votre code. Généralement, ça marche. On a parlé de livrables. Euh, Ce qu'on va livrer nous derrière, ça dépend comment on dit ça, du langage que vous utilisez ou de la techno que vous utilisez aussi. Si vous êtes du Python, c'est du fichier PY, ou alors ça peut être de l'HTML, du CSS pour du front, du Java, ou alors du PHP. Sauf que pour ces livrables-là, chaque fois que vous les faites, euh, il faudrait que chaque environnement ait le prérequis nécessaire pour tourner votre projet. Grosso modo, si vous faites du Java, il faudrait qu'il y ait Java installé sur le serveur où vous voulez déployer votre application. Si vous faites du PHP, il faudrait qu'il y ait un serveur Apache au moins qui sait exécuter du PHP. Si vous faites des bases de données, il faudrait qu'il y ait d'abord un gestionnaire de bases de données pour que votre application puisse tourner. Comme ça, c'est assez fastidieux à gérer, il y a une solution qui s'appelle donc Docker. Le job de Docker, c'est de dire quoi? C'est de dire que moi, je vais m'occuper de tous les prérequis dont vous avez besoin pour tourner votre projet. Donc, vous me donnez votre projet et moi, modulo quelques commandes, j'aurai les prérequis pour vous. Ça permettra que vous pouvez déployer votre application sur n'importe quel serveur en fait. Ça commence déjà à dire que les devs auront la main pour déployer eux-mêmes leurs projets sur les différents environnements en fait avec lesquels ils vont travailler. On a parlé de Vagrant. La question donc c'est de dire comment est-ce qu'on met en place un environnement. Vagrant donc c'est une solution qui vient de la maison mère qui vient de chez HashiCorp en fait, qui permet en gros de dire que vous allez pouvoir déclarer un ensemble d'informations et avec ces différentes informations-là, on pourra donc vous mettre comme ça à disposition, du moins, vous pourrez donc comme ça avoir votre environnement de défi. L'intérêt de ça, c'est quoi? L'intérêt, c'est que pour créer l'environnement, on ne clique pas sur des boutons. Ça veut dire que la personne qui sait créer l'environnement n'a pas la connaissance juste dans sa tête. On va pouvoir déclarer un ensemble de besoins dans un fichier qu'on appelle un vagrant file et le transmettre à un serveur et puis ça nous met à disposition une VM. Si on sait faire ça de manière automatisée, pour créer des VM, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec des ops qui n'ont pas beaucoup de temps en fait. Vous allez donc gérer votre livrable. Vous allez donc avoir ici un outil qui est très populaire qui s'appelle Jenkins ici, qui est en concurrence avec GitLab CI ou bien GitHub Action, qui permet donc sur une VM qui a été générée par Vagrant, à partir d'un Dockerfile, de vous créer donc une image. Quand vous avez dans votre image, dans le build dans votre livrable ici, qui est l'image, vous pouvez tester sur un environnement. Quand c'est testé, vous allez donc déposer ce qu'on appelle donc une release en fait. Une release donc sur un livrable en fait tout simplement. Dans des solutions comme Nexus ou Artifactory. Il faut les voir simplement comme étant des magasins pour votre livrable en fait. Vous avez votre livrable qui est créé, il faut donc pouvoir le déployer sur un environnement en fait. Dans votre livrable, grosso modo, c'est deux choses. Un jar et un Docker, si vous faites du Java. Des PHP et un Docker, si vous faites du PHP. HTML, CSS, JavaScript et un Docker, quand vous faites du front en fait. Vous allez pouvoir donc déployer ça sur votre projet, du moins sur votre environnement. Plusieurs outils qui se battent encore ici ensemble. Par exemple. J'aurais une question. Oui, vas-y. Pour le déploiement, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de le compiler, enfin de le build en WAR avant de le dockeriser, je veux dire, enfin, je parle de Spring, hein, Java, bien sûr. Non, déjà, tu as parlé de WAR. Mais non, des fichiers WAR, c'est-à-dire qu'on le build en fichier WAR. C'est-à-dire que pour pour créer nos images sur Docker, quoi, je veux dire. Ou il fallait le mettre en fichier jar, je ne sais pas, pour le déploiement. C'est plus des jars qu'on fait aujourd'hui que des WAR déjà. Ok, d'accord. Donc, on fait quasiment plus de WAR. Si vous faites du WAR, ça veut dire que vous êtes malheureusement tombé sur un vieux projet qui ne veut pas évoluer en fait, ou alors sur un vieux Techos qui ne veut pas évoluer en fait. D'accord, ok. On ne fait plus des WAR aujourd'hui, on fait des jars. Ah, de plus de jar, ok, d'accord. Okay. D'accord. Ouais, WAR, ça veut dire Web Archive, et jar, ça veut dire Java Archive en fait.
Ok, d'accord. Ok. Sauf que toutes les solutions qui font du Java aujourd'hui, comme du Spring Boot par exemple, le livrable à la fin, c'est un Ouais. Java. Donc, Sans si quelqu'un genre, ok, qui fait d'accord. du War, soit il sait, soit il ne connaît pas. Au mieux, il ne connaît pas. Oui. Au pire, il n'a pas évolué depuis longtemps. Et donc, c'est à vous de lui proposer des solutions comme ça pour s'améliorer, quoi. D'accord. Ok. D'accord? Et donc, c'est quand vous gérez dans votre War ou votre jar, d'ailleurs, que vous mettez dans un Docker après, quoi. Ok, Mais il d'accord. faut toujours stocker les deux. Il faut, ok, d'accord. Parce que à partir d'un War et d'une configuration, on peut refaire le Docker file, en fait, au final. On peut refaire l'image Docker, en fait, quoi. Mais si vous avez l'image Docker, vous ne pouvez pas avoir le jar, en fait. Ok, d'accord. OK? Merci, ouais. Je t'en prie. Et donc, on a donc dit que Ansible ici, c'est une solution qui vous permet donc de comment on dit ça, d'automatiser les déploiements et même aussi de configurer les VM qui ont été créés avec Vagrant en fait. Ok. Ça c'est pas mal aussi. Donc, il y a plusieurs outils. Hein. Il y a Chef, Puppet, mais tous ont été un peu déclassés depuis que Ansible est venu à disposition. De toute manière, on en reparle dans la suite de la discussion, bien sûr. Et donc, vous allez donc pouvoir, donc, comme ça, après, déployer vos projets et surtout, la partie qui m'intéresse, du moins sur laquelle je mets assez d'accent, c'est la partie monitoring, en fait, ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut donc pouvoir suivre votre environnement pour voir ce qui se passe dessus. Ça vous permet comme ça comment on dit ça, de faire évoluer facilement vos différents éléments, en fait. OK? Et voilà comment la chaîne se repartit. En bleu, toute la partie grosso modo connue pour être la partie dev. Et en jaune, toute la partie grosso modo connue pour être la partie ops. Ce que vous voyez maintenant, il y a un lien entre les deux ici. L'idée, c'est de dire que on devrait être à même de faire les choses ensemble. Parce que dans certaines équipes, vous allez maintenant avoir des gens qui vous disent qu'ils sont DevOps. Sauf que voir quelqu'un qui est DevOps, c'est pas vraiment facile, quoi. Parce que quand tu es DevOps, ça veut dire que tu connais le développement, tu connais l'opérationnel. Ou alors tu es Ops Dev, tu connais l'opérationnel, tu connais un peu le Dev, quoi. Donc il faudrait toujours, disons que c'est bien de partir d'abord sur l'idée que c'est une philosophie pour comprendre ce qu'on veut faire derrière, en fait, sans problème. Donc, DevOps, donc, les tâches qu'effectuent les équipes dans une entreprise chargée de développement, c'est-à-dire les devs, et les tâches qu'effectuent donc ceux qui sont chargés de l'exploitation de vos différents systèmes OVM. C'est ce qu'on appelle dans la partie DevOps. DevOps, en gros, c'est quoi? C'est une combinaison de pratiques, hein, c'est-à-dire la façon de faire les choses, de culture. Ça veut dire qu'il faut commencer par être d'accord qu'on va céder une partie de son travail à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez des gens qui viennent au boulot comme si c'était... ce qu'ils font en fait pour eux, c'est la chasse gardée en fait. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne toucher à leur façon de faire. C'est un peu comme dans leur chambre, c'est rangé comme ça. Venez pas toucher à ce qu'ils ont mis dans leur chambre en fait. Quoi. Des outils, on en a présenté plusieurs dans le slide précédent. L'idée donc c'est de dire qu'avec ça, il faut pouvoir développer, sécuriser, livrer pardon, surtout corriger rapidement en fait. Parce que quand vous avez un bug, c'est comme si quand vous voyez Amazon, Amazon par exemple n'est jamais tombé en panne. Le jour où Amazon tombe en panne, ça fait la une du journal de 20 heures. Quoi. Sauf que, en soi, Amazon a des problèmes. Mais c'est leur capacité à corriger rapidement qui font qu'au final, vous n'avez pas vraiment de problème. Quoi. Vous ne voyez pas vraiment de problème en fait. Ça, c'est grosso modo la partie dev des choses. En plus de ça, il y a donc la partie des applications de services pour pouvoir gérer maintenant, exploiter efficacement les infrastructures. J'insiste sur l'efficacement ici, pourquoi? Parce que dans beaucoup d'entreprises, quand on est dans beaucoup d'entreprises, ce que les gens font souvent, c'est que quand j'ai une application que je veux déployer, je demande un serveur. Donc, je fais une application, comme on a vu tout à l'heure, pour donner les avis des utilisateurs. On demande à minima 3 serveurs. Un serveur pour stocker la base de données, un serveur pour stocker le microservice ou le back, comme c'est communément appelé, et un serveur pour stocker le front. Ça, c'est ce qu'on appelle grosso modo du gaspillage de ressources en fait. Parce que il n'y a rien qui empêche que les trois soient sur le même serveur.
Parce que si les trois sont sur le même serveur, il y a un problème que vous avez à résoudre. C'est ce qu'on appelle un problème de flux. Si vous avez deux VM, il faudrait trouver le moyen de faire communiquer ces deux VM. Et si une des VM tombe en panne, pour une raison ou pour une autre, vous perdez votre flux. Pardon. Ok? Donc, l'idée, c'est d'exploiter au mieux les ressources qu'on a à notre disposition. Ça vous permet donc comme ça d'être assez efficace dans votre fonctionnement. Donc, c'est encore assez connu. Vous allez sur vous avez dans une boîte, et vous avez un projet qui s'appelle microservice utilisateur, ou bien on appelle MS utilisateur. Et le serveur de MS utilisateur s'appelle serveur MS utilisateur. Comme ça, c'est facile, les problèmes sont résolus. Il n'y a personne qui veut se dire à un moment donné, si on s'assoit et qu'on met un dictionnaire en place, on est capable comme ça de déployer n'importe quelle application sur n'importe quel serveur modulo, on a les prérequis nécessaires. Donc, quand on parle de DevOps, donc, on a dû parler de culture tout à l'heure. On a donc 4 piliers. La culture, ça veut dire qu'on est capable de dire qu'on met une partie comment dire ça, une partie de ses tâches à quelqu'un d'autre. L'automatisation, automatiser au maximum, l'idée c'est de dire que si on peut faire que personne ne se connecte, n'ait à se connecter sur un serveur, on est bien. On a gagné quelque chose. Mesurer, et surtout partager en fait, parce que comme on mesure les choses en fait, ça veut dire qu'on a des métriques, ce qu'on appelle des métriques en fait, des KPI. Ça va nous permettre comme ça de voir sur quel point on peut s'améliorer. Et si on sait les points sur lesquels on doit s'améliorer, ce qu'il faut en faire, c'est tout simplement de partager ces points avec tout le monde pour que les mêmes problèmes ne reviennent pas tous les jours, en fait, tout simplement. Donc, la culture, c'est de s'assurer qu'on a des bons moyens humains et donc des processus aussi nécessaires pour assurer la bonne communication entre les équipes. Quand vous passez des entretiens aujourd'hui, il y a 2 choses qu'on veut voir chez les gens maintenant. Le savoir-faire, c'est-à-dire aux compétences techniques, et le savoir-être, pour être sûr que vous allez rentrer dans la philosophie de l'équipe, en fait, quoi. Tout simplement. Donc, on va vous demander, est-ce que vous allez manger avec les collègues? Est-ce que vous sortez avec les collègues? Est-ce que... Il n'y a pas que le savoir-faire qui intéresse les recruteurs aujourd'hui. Souvent, on fait passer un entretien avec le manager de l'équipe, on fait passer un entretien avec le lead dev de l'équipe qui est le plus avancé techniquement, et avec un membre au hasard de l'équipe, pour être sûr que votre façon de faire, de penser ou de dire les choses, convient à l'équipe, et que l'équipe est capable de vous prendre. En fait. C'est un peu comme quand vous allez prendre un colocataire. Vous vous assurez au moins que le colocataire là, partage à peu près les mêmes valeurs que vous. Quoi. Donc voilà pour ce qui est de la culture. L'automatisation, on en a parlé. L'idée, c'est de dire qu'il faut mettre en place un outil, les outils en fait, pardon, qui permet la gestion des versions, on a parlé de Git. La gestion des configurations, on a parlé d'Ansible. Et la supervision, on a vu Grafana, il y a Elasticsearch aussi qui sont des bons concurrents du marché. On a parlé de mesures. L'idée, c'est de dire que les outils de supervision qu'on a en place là doivent nous permettre de mesurer des éléments pour pouvoir faire qu'on puisse s'améliorer en fait. Et une fois que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez trouvé mesurer les choses, vous avez des bons résultats, partager, ça permet à tout le monde de s'améliorer. Et on ne partage pas que les problèmes, moi j'aime bien dire ça, parce que souvent les gens montent les points pour dire on a eu un problème, on l'a résolu, voilà comment ça marche. Mais il faut aussi partager les réalisations, c'est-à-dire les succès en gros. Vous avez réussi à monter une VM sans problème, vous remontez ça à l'équipe et vous partagez, vous êtes tous contents en fait. Vous avez réussi à faire quelque chose qui a marché parce qu'on a assez galéré dessus. Vous faites votre retour d'expérience dessus, ça permet à tout le monde de voir et de comprendre ce qui s'est passé. Ok? Donc, on a ces outils-là. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour dire que, d'un côté, on a l'entreprise qui développe, grosso modo, l'application pour que les clients puissent donner leurs avis. À gauche, l'entreprise, à droite, le client. Quelles sont les étapes jusqu'à la livraison de votre produit? Première étape, vous allez donc construire le projet. Deuxième étape, vous allez tester le projet et voir qu'il n'y a pas de bug. Si une étape n'est pas bonne, on revient en arrière. Vous allez donc générer un livrable. Et vous allez donc pouvoir mettre votre livrable en production. Deuxième étape, donc, qui est le retour de la chaîne, c'est dans la partie de suivi des applications. Vous allez suivre les applications
planifier les éventuelles évolutions en interne, sur la base des retours de clients, sur la base de ce que vous avez vu comme bug en production, sur la base de la tendance du marché, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc sur toutes ces bases-là, vous devez donc être la même quand même de mettre à disposition de vos clients de bons produits et assez rapidement en fait, c'est qui est l'autre chose. Vous avez bien compris que il y a un enjeu crucial en termes d'organisation des équipes. Parce que si vous avez des équipes, comme on a vu tout à l'heure, qui sont plutôt, je dirais, monofonctionnelles, ça veut dire que vous avez un bureau des analystes, un bureau des développeurs, un bureau des testeurs, un bureau des Scrum, un bureau de X. Ce n'est pas la façon de faire aujourd'hui. La façon de faire, c'est plutôt de faire comme on le voit à droite là, d'avoir plutôt des équipes pluridisciplinaires. Quand on parle d'équipe pluridisciplinaire, l'idée c'est de dire que quand vous prenez une équipe, l'équipe doit être assez autonome pour se suffire. Et n'a pas forcément besoin d'aller piocher ou d'aller embêter les autres équipes en fait pour pouvoir fonctionner. Ça n'empêche que les compétences communes, par exemple, il peut y avoir des réunions entre devs dans lesquelles les Scrum ne viennent pas parce que bon voilà, ça ne sert à rien qu'ils viennent. Il peut y avoir des réunions entre Scrum pour partager les pratiques pour que les équipes soient homogènes et puis qu'elles fonctionnent avec. Parce que ce qui marche dans les équipes ne marche pas forcément dans toutes les équipes en fait. Donc, vous pouvez donc comme ça avoir une organisation d'équipe. Le but donc n'est plus de séparer les équipes de développement et d'exploitation. Les équipes doivent être fusionnées donc dans une seule équipe. Les ingénieurs qui travaillent donc sur tout le cycle de l'application, première étape, tout ce qui est conception. Deuxième étape, ce qui est développement. Troisième étape, ce qui est test, déploiement, exploitation. On aura donc, si vous rajoutez la sécurité dans votre équipe, vous aurez donc ce qu'on appelle du DevSecOps. L'idée tout simplement, c'est de dire que on aura les développeurs, des ops et la sécu intégrée dans l'équipe tout simplement. Comment on y arrive? On va prendre le métier qui s'occupe des contrats tout à l'heure. On a la compta qui fait les coûts, on a les chefs de projet, on a les devs qui font du code. On a les testeurs parce qu'il y a un métier qui s'appelle aussi testeur d'ailleurs. Leur boulot c'est de vérifier que le code que les devs ont produit n'a pas de bug, fonctionnellement ou techniquement, soit manuellement, soit via de l'automatisation en fait. Et à la fin, vous avez les ops qui vont donc pouvoir livrer les différents projets. Donc on a vu dans l'ensemble de compétences là comme ça. Deuxième chose donc, on s'est dit donc que il faut donc pouvoir récupérer donc tous ces rôles-là, comme je vous le montre là, et en faire donc une équipe pluridisciplinaire, parce que c'est l'objectif au final. Parce que une équipe produit, ce n'est plus un ensemble d'équipes qui se passent les informations. Au final, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc chaque équipe produit donc a donc son domaine qui est réservé. Vous avez une équipe produit de la vente, parce qu'en tant que vendeur, vous avez toute la partie qui s'occupe, qui a les devs, les ops, vous avez tout en interne, quoi. Et ce qui nous intéresse, surtout nous ici, c'est la partie feedback, en fait, où les utilisateurs peuvent donner leur avis. Ça, là, ici, c'est un peu que ça, le formulaire de donner son avis, mais il faut avoir toute une équipe derrière qui va permettre de suivre les avis des utilisateurs et de s'améliorer, j'ai envie de dire, continuellement. Alors, on a parlé d'évolution des équipes, je reviendrai dessus tout à l'heure d'ailleurs, un peu plus en détail, pour voir qui en met où. Deuxième chose maintenant, il y a une évolution des plateformes. Pourquoi évolution des plateformes? Comme je vous disais tout à l'heure, généralement vous avez ce qu'on appelle un serveur physique. Tout simplement, un serveur physique, c'est comme un ordinateur que vous avez sous la main. C'est juste qu'un serveur, c'est dans un data center, c'est un très gros ordinateur, il n'y a pas de problème. Pour ne pas gaspiller le serveur ici, on commence par faire ce qu'on appelle de la virtualisation. Vous allez donc avoir une solution comme VMware qui vous permet donc de créer ce qu'on appelle des machines virtuelles. En gros, c'est des machines dans des machines, tout simplement. Et dans chaque outil de virtualisation, vous avez dans votre OS, ce qu'on appelle un operating system. Généralement, c'est de Linux, un truc autour de, ça veut dire une Debian, une Ubuntu, un CentOS, peu importe ce que ça fait. Et donc, ici, votre outil de virtualisation ici, vous pouvez encore venir dire ici que pour chaque solution, comme je disais tout à l'heure, que ce soit pour les bases de données, pour le serveur web ou pour la messagerie, vous aurez donc votre code ici qui est déployé dans chaque serveur. Comme vous voyez les briques là, ça devient déjà assez problématique. La première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure à service. C'est-à-dire quoi?
Nous, on n'est pas obligé d'être ceux qui gérons notre infrastructure. On peut déléguer ça à une entité tierce. Par exemple, ce qui se fait aujourd'hui beaucoup avec ce qu'on appelle le cloud. En gros, quand on va dans le cloud, ça veut dire qu'on dit une partie, pas complètement toute la partie, mais une partie de notre infrastructure, on ne va pas l'héberger chez nous parce que nos données ne sont pas très critiques. On va donc aller dans le cloud, on va aller voir Azure, on va voir Amazon, on va voir GCP, on va voir OVH, et puis on va leur dire, nous on veut grosso modo que vous nous donnez un espace dans lequel on va stocker. Toute la gestion, ce n'est pas notre affaire, c'est votre affaire. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, toute la partie donc VirtualBox, VMware, Docker, on balance tout ça chez un AWS ou en Azure ou en Google Platform. On n'a rien à faire, nous. On dit, c'est fourni un fournisseur de services, on lui paye une facture par mois. Parce que si vous deviez embaucher deux opérationnels qui vont vous coûter 2500, 3000, 3500 euros le mois, avec les mêmes 3500 euros, chacun fois deux, ça fait 7000. Sans compter les frais que vous donnez à l'État pour les taxes, sans compter les assurances maladie, sans compter. Vous payez ça chez AWS et puis c'est sûr que vous gagnez en argent. Ça, il faut le voir. Maintenant, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Parce que les grosses entreprises peuvent se le permettre. Les petites entreprises, c'est pas très sûr. Si vous êtes un kebab, en fait, c'est pas sûr que vous avez l'argent pour aller, grosso modo, dire chez AWS, moi je prends les VM. Donc ça dépend des entreprises. Certains sont partis dans le cloud, ils en sont revenus aussi derrière. Parce que ça coûtait trop cher. Donc on peut tester et voir ce que ça fait. Vous avez fait ça, vous allez pouvoir aussi dire que, en plus ici, vous allez pouvoir faire la partie, ce qu'on appelle Application Platform. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir du code, par exemple avec Ansible, pour pouvoir configurer nos différents serveurs. En fait. L'intérêt de passer toujours par le code, c'est que on peut garder un historique. Et à partir de cet historique-là, on est donc capable de potentiellement revenir en arrière s'il y a un problème, ou alors, comment on dit ça, intégrer aussi facilement ce qui arrive, parce que pour pouvoir monter un système, pour eux, ce n'est pas très compliqué. Donc faites ça. Vous pouvez donc dire ici que moi j'ai ma virtualisation, j'ai mon application, j'ai mon code. Ça, c'est les équipes de dev et des ops qui s'occupent de la partie grosso modo automatisation du code. Et on peut toujours garder une équipe de gestionnaire d'environnement, soit en interne, soit qu'on va dédier, grosso modo, dans le cloud en fait, ou alors dans une société tierce qui va faire de l'infogérance pour vous, qui sait mettre à disposition de vos équipes et des différents environnements. Donc, grosso modo, les devs ils vont développer les applications, ils vont configurer les environnements parce qu'ils sont avec des ops maintenant et qui savent le faire avec le code. Parce que les ops aussi, des fois, ils ne savent pas faire de code. Ils savent écrire du script shell, par exemple. Ou alors, ils savent faire des choses manuellement et noter dans un doc d'exploitation, comme on appelle ça, en fait. Ils vont donc pouvoir suivre vos applications et dire, en gros, il y a un problème. Ils attendent aussi que vous mettez à leur disposition ce qu'on appelle un document d'exploitation qui dit, en gros, si vous avez telle erreur dans mon application, sachez que la solution, c'est de faire telle chose. Par exemple, si mon application consomme trop de mémoire, la meilleure façon de faire, c'est d'arrêter et de redémarrer. Et pour redémarrer, voilà comment on fait. Parce que le gars qui va redémarrer votre application, si c'est du Java, il ne sait pas comment on redémarre du Java en fait. Donc vous devez donc lui donner la commande à taper pour faire arrêter un Java. Le gars qui va redémarrer du Python, il ne sait pas comment on redémarre un Python, ce n'est pas son métier. Son métier, c'est de savoir redémarrer. Donc vous donnez la commande pour qu'il puisse le faire. Donc chacun aura son boulot. Et il va donc pouvoir dire aussi qu'on peut gérer plusieurs étapes, du moins instances d'une application. Parce que pour supporter la charge, votre application a besoin de dire, en gros, du moins, vous devez avoir besoin d'avoir 2 ou 3 instances de votre application en même temps qui tournent. C'est ça qui permet que vous puissiez tout simplement répondre à la charge qui vous est demandée ou bien transmise via des requêtes par les différents utilisateurs de votre application. L'idée, c'est de dire qu'on peut donc déployer notre application et ne pas avoir de temps d'arrêt parce qu'on a plusieurs instances qui tournent. Les gestionnaires d'environnement, ils vont créer les environnements, ils vont configurer grosso modo les services par défaut. Ils surveillent les plateformes pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrusion, des choses comme ça. Ils peuvent répliquer les plateformes. Des fois, vous arrivez dans des entreprises,
vous tombez sur des opérationnels qui ont ce qu'on appelle des images de VM. Grosso modo, il a une VM, il a une image de sa VM. C'est comme s'il avait un répertoire et une copie du répertoire. Chaque fois, vous dites, nous, on veut une nouvelle VM. Peu importe ce qui s'est passé en tout temps, il prend la même image, il vous la met sur un nouveau serveur et son boulot est terminé comme ça, quoi. Sauf que le problème de ça, c'est que si vous devez revenir en arrière pour corriger une faille de sécurité sur toutes les VM qui ont été copiées, ça peut être très très problématique en fait. Même quand vous maîtrisez votre système d'information. Ça peut être très problématique. Et donc, ils peuvent donc, comme ils maîtrisent plutôt bien leur plateforme, mettre à jour les plateformes sans temps d'arrêt, quoi. Donc, on a vu donc les application teams, comme on a vu tout à l'heure, et les platform teams, tout simplement. Je vous montre ça pour vous dire que le DevOps n'est pas simplement d'aller coder. L'organisation des équipes est aussi très importante. Juste aller coder, ça ne suffit pas en fait. Donc, vous avez donc ici ce qu'on appelle un software architecte, c'est-à-dire un architecte logiciel qui, grosso modo, va se charger de définir le cadre pour développer votre application. Vous avez un développeur ici qui est le deuxième point. Et vous avez dans votre client ici. Pour la plateforme ici, vous avez dans ce qu'on appelle un middle engineer qui, grosso modo, s'occupe de votre plateforme. Et il y a aussi la partie qui s'occupe de la gouvernance des services. Ça veut dire que c'est eux qui sont responsables de dire en gros, pour faire une migration ou bien une mise à jour, on a mesuré tous les impacts. Vous pouvez y aller, les gars. Vous allez pouvoir ajouter aussi toute l'équipe réseau, parce que ce sont eux qui vont donner les plages d'adresse IP que vous allez utiliser dans votre plateforme. Parce que, encore une fois, un serveur, c'est une adresse IP derrière. Il faut bien quelqu'un qui sache dire, les adresses IP ne sont pas données n'importe comment. Il faut bien qu'on puisse bien réserver les plages, selon des départements, selon des services, selon des contraintes. Eux, ils savent le faire, en fait. Ce n'est pas au développeur de savoir sur quel est l'IP de sa VM, quoi. Il peut le savoir pour des questions de fonctionnement. Mais si une IP est dans sa VM, il n'a pas à savoir pourquoi cette IP n'est pas une autre, quoi, tout simplement. Vous allez pouvoir en dire aussi que avec ça, vous allez pouvoir aussi mettre tout ce qui est la partie sécurité et la partie, grosso modo, changement de fonctionnement, quoi. On a vu maintenant sur les Ops, on peut donc repartir, quand je parle d'Ops, c'est dans le profil Ops ici, dans les applications team pour pouvoir configurer tout ce qui est déploiement de votre application. En gros, le dev, il fait son dev. Et en plus, à côté, il y aura donc l'Ops qui va donc mettre le code pour pouvoir déployer l'application. J'aime bien souvent dire que le code n'est plus juste le code. Le code, c'est le code et le code pour déployer ce code-là. Donc, vous faites votre code et vous mettez en plus à côté un autre code dont le job, c'est de déployer le code que vous avez développé. Donc, il faut bien faire attention de dire que le code qui sera donc utilisé pour déployer votre application, ce n'est pas tout le monde qui a les compétences pour le faire. Il faut bien savoir le faire. Vous avez votre capacity planning qui, grosso modo, vous dit on est capable d'avoir ce qu'on appelle la CAF, en fait, la capacité à faire. À tout moment, comme vous donnez une fonctionnalité, on a les dispos, on a le temps, on peut le faire sans problème. Vous avez votre data architecte ici, là, qui, grosso modo, va servir pour tout ce qui est partie monitoring KPI. Vous avez le DBA ici, qui est plutôt sur la plateforme, qui est garant de dire, en gros, chaque fois que je mets une base de données pour une application, je me suis assuré qu'il y a tout ce qui est en termes de sécurité, en termes de sauvegarde de données, en termes de réplication de l'information, en fait. Très souvent, vous avez ce qu'on appelle une base de données dite master, à partir de laquelle l'utilisateur peut, du moins l'application peut écrire. Mais vous avez aussi des slaves, qui sont des bases de données, qui sont des réplications de l'information, à partir de laquelle il faut lire en fait les informations. Donc, où on lit, c'est pas forcément où on écrit dans des bases de données. Et donc, c'est le job du DBA pour le coup de s'assurer que l'architecture est en place et qu'elle est bien fonctionnelle. Je rajoute un petit bout ici qui s'appelle grosso modo celui qui va se charger de faire la programmation. Et donc, c'est grosso modo votre business en fait, quoi, votre métier qui est chargé donc de faire ça pour vous. Vous allez donc avoir donc grosso modo ce que je dis là, pour faire simple, c'est que vous allez donc avoir des équipes dites transverses, voilà, qui sont ici les plateformes ingénieurs ici, jusque là, et d'équipes dites produits en fait.
Et l'idée, encore une fois, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est de dire que dans une équipe, on doit avoir assez d'éléments ou bien assez de compétences pour que le déploiement du projet soit efficace, efficient et ne dépende pas beaucoup de l'extérieur. D'accord? Donc, les compétences transverses resteront transverses, mais on en aura très peu. Par exemple, le DBA, ça sert à qu'il y ait un DBA dans une équipe. Pourquoi? Parce que le DBA, il est là pour poser un cadre. Et quand vous avez mis le cadre, le jour où vous voulez utiliser une base de données, il vous donne la base de données juste à utiliser. Vous n'avez pas besoin de vous occuper du cadre en fait en tant que développeur. Mais le développeur et l'Ops qui sont chargés de développer une fonctionnalité, typiquement notre application pour avoir les avis des utilisateurs, là, il faudrait que les deux soient dans la même équipe. Donc, de manière transverse encore, tout ce beau monde encore au-dessus, vous allez donc avoir ce qu'on appelle des architectes d'entreprise. C'est-à-dire que eux, leur job, c'est de s'assurer que pour toute l'entreprise, on a une grosse vision de où est-ce qu'on va techniquement, à quel moment on va faire des changements, à quel moment on va, on va prendre des virages dans notre projet. Et vous avez de l'autre côté le portfolio management qui est grosso modo le métier, dont le job, c'est de s'assurer donc que vous pouvez aller chercher de nouveaux marchés, vous pouvez conquérir de nouveaux marchés, et on a les compétences en interne pour le faire, parce que l'architecte qui voit assez loin techniquement est son pendant de lui qui voit assez loin commercialement, financièrement, en gros en termes de gains de marché, quoi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que c'est des choses que vous voyez souvent? Euh, c'est un écosystème qui est quand même vaste. Il y a des Oui. choses que je rencontre en ce moment, vu que je t'avais dit que j'avais commencé récemment chez Cap. Ouais. Et justement, en ce moment, ils sont beaucoup en train de m'expliquer cette partie CI/CD du projet. Et tu as vraiment ressorti beaucoup de termes que j'ai vu vaguement passer dans la doc, mais que bah, maintenant, je vois un peu le sens de ce que ça veut dire, quoi. Donc, D'accord. il y a des choses que je serais appelé à être confronté très bientôt, justement. Ah, ouais, d'accord. Donc, c'est top alors. C'est top. Donc, je dis ça encore pour dire que ça, c'est grosso modo une partie assez importante quand on parle de DevOps en fait. D'accord? Merci Joël. Je dis ça donc que ça c'est pour dire encore que c'est une partie, ce sera très important quand vous allez rentrer dans les équipes. Il faut donc pouvoir bien organiser et être à l'aise. Du coup, question de dire, on a organisé les équipes, comment est-ce qu'elles fonctionnent alors? Mais Faudrait je qu'elles peux puissent bien. juste poser une petite question avant qu'on avance, Vas-y. Achille. Parce Ouais, que vas-y. moi, de mon côté, par exemple, j'ai vu que la majorité des outils, que ce soit du Jira, que ce soit, je connais pas tous les noms, mais je sais que tu as montré un outil Nexus, un outil qui est chargé d'empêcher que ton code se retrouve en open source, là. J'ai vu ça, voilà. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est Vagrant, tout ce qui est, il y avait Vagrant, Jira, Vagrant, ouais. Docker, Ouais. il y a aussi le dernier, Ansible. Ansible, ouais. Tous ces outils, bah, actuellement, chez Cap, c'est le lead tech qui manipule un peu tout ça. Donc, Oui. est-ce qu'il est encore développeur ou il devient... Parce que pour nous, pour lui, il est dans l'équipe dev. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'il a une casquette à aussi... c'est pas lui qui déploie du Il est coup. plus ops que dev maintenant, quoi, parce qu'il fait plus de tâches ops en fait en manipulant ses outils, ouais. Ok, d'accord. Donc il est vraiment ce qu'on appelle, il est plus maintenant plutôt DevOps parce qu'il a les compétences de dev au départ. Maintenant, pour tout ce qui est opérationnel ou bien Ops, en fait, grosso modo, l'idée c'est de dire que pour tout ce qui est préparation des environnements en amont pour vous, c'est lui qui s'en charge en fait, quoi. Donc il glisse beaucoup plus vers de l'Ops en fait. Et donc il est plus DevOps effectivement. Ok? Donc, comme il connaît déjà un peu le dev, il peut avancer tout sereinement vers l'ops et puis il est plutôt bien comme ça. Ok.
Donc, maintenant que j'ai dit ça, on a organisé les équipes. Comment fonctionnent les équipes? Comme on a dit tout à l'heure, les équipes, elles vont être assez agiles, en fait. C'est pour ça que le terme agile, bien le fonctionnement en mode agile, dit qu'on est une équipe agile, c'est assez à la mode. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que vous allez avoir ce qu'on appelle un product owner, ou alors communément appelé aussi PO. Il va donc définir ce qu'on appelle les features, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités qu'il veut que on puisse avoir dans le produit. Ça, c'est son job, le PO. Il va donc alimenter ce qu'on appelle donc un backlog, tout simplement, ou alors un product backlog, mais généralement on dit backlog en fait, pour aller assez vite dans l'affaire. J'ai une question. J'apprends Kubernetes actuellement. Minikube et alors je peux avoir. Je veux savoir si le fonctionnement est le même. Minikube, c'est juste. On verra d'ailleurs par la suite. C'est juste une façon de simuler, voilà, un environnement distant en local en fait. Sinon, il aurait fallu que chacun ait des VM sur son ordinateur et ce serait très lourd à porter. Donc effectivement, oui, c'est sensiblement la même chose. De toute manière, si tu vas faire du Kubernetes, Joël, il faut te dire que ce ne sera pas à toi de mettre à disposition les environnements. Il y a sûrement un administrateur système qui va le faire en fait, quoi, tout simplement. Okay. Donc, vous avez dans votre backlog qui est là. La team, donc, ici, donc, comme on a vu, vous verrez que maintenant on a plusieurs couleurs pour dire que c'est une équipe pluridisciplinaire. D'accord? L'idée, c'est de dire qu'ils vont aller piocher dans le backlog un ensemble de tâches à réaliser dans ce qu'on va appeler dans un sprint. L'idée simplement du sprint, c'est de dire que on se définit une période entre 1 et 4 semaines. Généralement, la moyenne, c'est 3 semaines à peu près. Dans la plupart des équipes, c'est 3 semaines. Si c'est très petit, c'est 2 semaines. J'ai jamais vu 1 semaine. 4, ça commence à faire long quand même. Donc, entre 1 et 3 semaines pour prendre un ensemble de fonctionnalités, se concentrer dessus et pouvoir donc faire des évolutions. Ça, ce que ça fait, tout ça, ça dit que tous les matins, l'équipe va se réunir pour faire en gros le point sur les tâches. En fait. Grosso modo, en 2 minutes, c'est généralement le temps qu'on se donne dans ce qu'on appelle les daily scrum ou bien les daily meetings. Chacun va dire en 2 minutes ce qu'il a fait hier, les éventuels problèmes qu'il a rencontrés et ce qu'il va faire dans la journée en fait. L'idée c'est de faire ça en 2 minutes. C'est pour ça que souvent on fait le daily meeting debout. Parce qu'on estime que comme on sera debout, les gens seront fatigués. Ils ne voudront pas perdre le temps à s'éterniser sur des longues discussions en fait. Pour être garant de tout ça, il y a ce qu'on appelle un Scrum Master. Son job c'est de dire, moi je tiens l'horloge et j'organise aussi l'équipe et le sprint en fait. Le Scrum Master, on va donc dire 2 minutes, et puis au bout de 2 minutes, il a le droit de dire assez parlé, ou bien ce sujet ne relève pas du délit, on en reparlera plus tard. Au bout de 4 semaines, on va faire ce qu'on appelle un sprint review en fait. Pour voir grosso modo qu'est-ce qu'on a fait de bien dans le sprint, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a réussi à prendre comme tâche, combien ça nous a coûté. C'est là où chacun donne un peu son humeur sur le sprint et comment on peut améliorer les choses. À la fin, l'idée c'est de dire qu'à la fin de chaque sprint, on aura donc on a un produit fixe. Parce qu'on est rentré par des tâches, on sort toujours par un produit en fait. À partir de là, on peut en faire une rétro entre nous. Déjà dans la review, vous pouvez embarquer votre client pour lui montrer ce que vous avez fait et comment vous êtes en train d'évoluer. Et à la fin, vous faites une sorte de rétro pour dire en gros, on a passé 3 semaines ensemble, on a passé 2 semaines ensemble, on a passé 1 semaine ensemble. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on a fait qui n'est pas bon et qu'on peut améliorer quoi. L'idée, c'est donc d'avoir une meilleure collaboration et communication. Parce que si on est tous ensemble et qu'on se voit tous les jours et qu'on discute ensemble tous les matins, au final, on devient quasiment copains, même si on n'est pas vraiment copains. Ça permet que, comme on parle quasiment le même langage, on commence à réduire les points de friction, en fait. Pour se voir, on n'a pas besoin de programmer une réunion, ça, c'est toujours pas mal. Avec ça, on pourra donc faire la partie automatisation pour pouvoir s'améliorer. On va partager les informations, ce qui va faciliter les communications par des outils de messagerie. Par exemple, il y a Slack, il y a Teams, il y a
Google Chat, je crois que ça s'appelle. Il y a plusieurs outils donc qui permettent donc de communiquer ensemble en fait, les outils de messagerie qui sont assez connus. Et deuxième chose qu'il y aura, c'est un outil de suivi de tâches, pardon, comme Jira, ou alors Trello aussi qui est assez connu, qui est gratuit. Vous pouvez l'utiliser même si vous êtes seul sur votre projet, ça vous permet de lister vos tâches. Je pourrais rajouter ici un Notion qui est assez connu aujourd'hui pour planifier ces tâches en fait, quoi. Et surtout, ce qui est très important, c'est de mettre en place des wikis. Des wikis, comme on dit, c'est des pages dans lesquelles vous allez pouvoir documenter les différentes évolutions. C'est des tâches qu'on n'aime pas trop en tant que développeur d'écrire la documentation. Mais sachez que un projet bien documenté ou bien des tâches bien documentées permettent d'évoluer en fait sans problème. Les communications donc entre les équipes de développement et d'exploitation, parce qu'on a donc les mêmes réunions tous les jours d'une quinzaine de minutes où chacun parle à peu près 2 minutes. D'autres services donc vont être meilleurs parce que de temps en temps, on va embarquer nos clients dans nos retours. Dans notre revue, par exemple, on embarque le client. Et quand le client vient voir ce qu'on a fait pendant la revue, il est plutôt content ou pas du tout un peu, quoi. On peut passer avec GitLab pour le faire, Joël, comme tu le dis, mais moi j'appelle ça une contre-utilisation du produit en fait. Parce que GitLab au départ n'a pas été pensé pour ça, même s'il le fait aujourd'hui. Je ne suis pas pour dire qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier en fait. Donc il faut bien être sûr que ça vaut la peine d'aller sur GitLab pour tout faire, quoi. C'est bien que tout le monde puisse gratter un peu les parts de marché de tout le monde. Mais moi, j'estime qu'il y a toujours des produits qui sont plutôt spécialisés dans des choses. Il faut laisser à chacun son job, en fait. Mais bon, la solution du pauvre, c'est de prendre ce qu'il y a à sa disposition. Et si vous avez GitLab à disposition, prenez GitLab, ça marche bien aussi, quoi. Les équipes donc utilisent des pratiques pour automatiser tous les processus manuels et lents, en fait. Donc, on fera moins de choses humainement et on aura donc moins de problèmes. Les équipes donc vont donc exploiter les stacks technologiques et les outils qui donc aident à tout ce qui fait évoluer votre système de manière rapide et fiable. Pourquoi rapide? Parce que ce sera automatisé, on ne fera pas à la main. Fiable parce que comme c'est du code qui le fait et que c'est du code qui a été testé, on est sûr qu'il y a très peu d'erreurs humaines qui va se glisser dans les actions en fait. Les outils donc vont donc aider généralement les ingénieurs à accomplir de manière autonome les tâches sans s'appuyer sur d'autres équipes. Parce que comme on a tout en interne, on ne perd pas de temps en fait. Parce que l'un des défis, c'est de perdre le temps. On gagne donc ainsi en productivité. En termes de culture, donc, je vais passer un peu rapidement dessus, mais vous vous doutez bien. La caractéristique de la culture DevOps, c'est de dire quoi? Tout le monde doit avoir la même vision. Quand on fait un projet, tout le monde a... Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on dit qu'on sait ce qu'on veut faire, tout le monde a les mêmes contraintes et les objectifs qui sont partagés par tout le monde. En fait. C'est pas que quelqu'un allait prendre un point ailleurs, il vient nous balancer ça comme ça, et puis on lui fait confiance, et puis on avance. Non. Il faut être assez honnête. Ça ne sert à rien de cacher les problèmes. C'est pour ça qu'on se voit tous les jours, en fait. Tous les matins. Parce que ça permet de dire, en gros, quand il y a un problème, il y a un problème. Comme j'ai dit dès le départ, je dis qu'un échec, c'est normal. Vous avez souvent des gens qui vous disent, comme ça ne marchait pas, j'avais honte de dire que ça ne marche pas, en fait. Par contre, quand vous dites que ça ne marche pas, on vous demande souvent la question complémentaire, c'est de dire, qui peut t'aider, en fait. Ça permet que vous ayez quelqu'un qui peut vous aider, et puis, comme ça, vous allez donc pouvoir avancer sans problème. Si on a quelqu'un qui nous aide, c'est plutôt de la collaboration, en fait, et c'est plutôt bénéfique pour tout le monde. Se respecter, ça ne sert à rien de se tirer dessus quand ça ne marche pas. Généralement, quand on se tire dessus, c'est qu'il y a eu un problème. Et puis, il y a certains qui ne sont pas contents, en fait. C'est pas moi, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. Il y a des problèmes. Donc, quand on est dans la même équipe et qu'on collabore ensemble, automatiquement, le respect, il vient tout seul. Même équipe, confiance, transparence, c'est un peu comme on a parlé de l'entité, les deux vont ensemble. Il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Si vous faites tout ça, vous êtes dans un processus dit d'amélioration continue. Encore une fois, vous dites que l'échec, c'est normal. Vous mettez plutôt en place des éléments ou des outils pour que s'il y a un problème, vous puissiez avancer sereinement. Quand on fait du DevOps, il faut se dire aussi qu'on fait ce qu'on appelle une prise de risque intelligente. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a tous les outils automatisés qui font tout pour nous et tout bien
qu'on ne va pas réfléchir 2 secondes, quoi. Il faut se dire que quand on fait quelque chose, on l'a mesuré, on a vu que ça marche. Ça implique donc aussi dans beaucoup de formations. La formation, ça peut être des formations, des échanges comme ceux qu'on a là, ou alors vous prenez une formation payante, ou alors quelqu'un parmi vous prend un sujet, il va défricher dans l'équipe, et il vient faire un retour d'expérience aux autres, en fait. Dans la formation peut être sur plusieurs formes, en fait, bien sûr. C'est pour ça que dans beaucoup d'équipes, il y a ce qu'on appelle des 12 à 13. L'idée, c'est de dire que sur l'heure de déjeuner, quelqu'un prend un sujet, il va un peu se débrouiller avec, quitte à trouver des solutions ou des difficultés. Il vient repartager ça avec ses collègues. Et puis, ça permet comme ça de progresser, en fait, quoi. Tout ça, ça améliore donc toute la partie pratique. On pourra donc comme ça, comme on a assez d'expérience et qu'on bosse ensemble tous les jours, on pourra donc facilement analyser ce qu'on fait de bien, ce qu'on ne fait pas de bien, et les différentes difficultés qu'on peut rencontrer, en fait. Quand on fait ça, comme je vous ai dit, il ne faut pas juste se parler quand ça ne marche pas. Il faut être à même aussi de valoriser les résultats obtenus. Parce que souvent, quand on obtient un résultat, c'est normal, mais quand on a un problème, c'est problématique. S'il y a un résultat, il faut le dire qu'on a eu le résultat, ça permet de profiter des moments de joie, en fait. Donc, en termes de trajectoire, avant DevOps, et après DevOps d'ailleurs, vous aurez donc, avant DevOps, grosso modo, on parlait de tout ce qui est Focus IT, en fait, là. Et DevOps, on est plutôt centré sur le client, pardon. Ça veut dire que les retours du client sont très importants pour nous, la satisfaction du client est très importante pour nous. Avant, on avait des silos entre les métiers, les devs et les ops. Maintenant, on a plutôt des équipes pluridisciplinaires. Ça permet que dans la même équipe, on a plusieurs compétences en même temps. On ne commande plus et on contrôle. Ça veut dire que le métier vient vous donner son besoin. Il vous dit rendez-vous dans 3 mois pour qu'on voit si vous avez fait ce que je vous ai demandé. Ça devient plutôt une sorte de collaboration, en fait. À tous les coups, s'il y a un problème, on peut remonter rapidement le problème et trouver une solution pour avancer. On ne fait plus seulement des tâches. Ce qui est intéressant aussi, c'est le résultat qu'on va obtenir à la fin. Donc, fini les tâches, le résultat est très important. On ne se tire pas dessus s'il y a un problème, on prend un engagement de responsabilité pour dire qu'on peut résoudre le problème. On n'est pas réactif, on essaie d'être proactif au maximum. L'idée, c'est de dire qu'on peut anticiper parce qu'on se voit tout le temps, parce qu'on sait mesurer, parce qu'on a des outils d'automatisation. Parce que des fois, quand vous voulez faire même une tâche, si vous n'avez pas les outils d'automatisation, rapidement, vous avez quelqu'un qui va vous dire nous, voilà, on n'a pas le temps pour le faire. Parce que le temps de déployer, c'est trop long. Le temps de coder, c'est pas très long. Mais bon, déployer encore, c'est un problème, quoi. Il y a des gens qui vous disent, quand il faudra aller voir l'équipe d'Ops, là, il faut être sûr que vous y allez avec déjà le café ou bien les croissants pour les amadouer un peu, quoi. Assez de courage, ça permet donc, comme on a dit tout à l'heure, aussi une prise de risque assez mesurée, en fait. Moins de résistance, surtout pour les ops qui disaient en gros, mon système il marche, mais ne pas mettre vos produits dedans, parce que c'est pas prévu pour ça. On est assez flexible pour pouvoir aller de l'avant. Ça améliore donc la confiance entre les équipes, les collègues et tous ceux qui bossent sur un projet. Ce que je voulais d'abord vous montrer dès le départ, c'est de dire que comment dire ça? L'organisation des équipes est très importante en fait quand on parle de DevOps. Dans DevOps, c'est pas comme vous voyez tous les jours sur LinkedIn, YouTube, on parle directement de technique là. La partie organisation d'équipe, la partie équipe pluridisciplinaire est très très importante en fait. Et il faut bien se le dire dès le départ. Du coup, on s'est organisé en équipe. Qui dit dans équipe aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt des équipes autour des produits. Ça veut dire que chaque équipe a produit au final un produit. Vous êtes chez Amazon, vous êtes chez, je sais pas moi, vous êtes peu importe le site, vous êtes chez Netflix, peu importe chez qui vous êtes, hein, vous êtes chez Capgemini même d'ailleurs, peu importe chez qui vous êtes, l'idée c'est de dire que chaque personne a bossé sur son projet et c'est l'ensemble de tous les projets qui va au final faire l'application sur laquelle
les clients viendront se connecter et profiter, et pourront faire des actions en fait. C'est bon? Plus de questions? Il s'est fait assez tard. Merci beaucoup encore d'avoir été là. J'espère que vous avez appris des choses et que vous ne repartez pas bredouille. Je pense que moi, j'ai énormément appris parce que j'ai toujours entendu parler du DevOps et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de noms déjà. Donc, je vais prendre le temps de digérer ça. C'est déjà une très bonne chose. Donc, j'ai appris énormément aujourd'hui. Et merci pour ça. Merci à toi. Merci. Merci, Achille, merci. C'est toujours un Merci plaisir. beaucoup. Ça a Merci. été vraiment un plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous encore. Et puis demain, même heure, même lieu, même lien, même tout en fait. Ouais. Ok. Ok. À Merci demain. beaucoup. À demain. Merci À beaucoup. demain. Bye. À demain. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bonne soirée. Merci et bonne soirée aussi à toi.